Stéphane De Groot est comédien, on le connaît surtout grâce à la télévision, notamment avec la série File dans ta chambre. Et en ce moment, Retour vers le futur sur Canal+. C'est aussi une voix utilisée dans de nombreuses pubs. Et au théâtre aussi, notamment aux galeries à travers l'adaptation du Prénom. Bonsoir Stéphane De Groot. Mais bonsoir à vous. Alors il y a un truc avec vous, Stéphane De Groot, qui est un peu bizarre, c'est qu'on vous voit partout, spécialement en ce moment. Et en même temps, on vous voit pas assez. Oh, c'est gentil ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous voyez un peu ce que je veux dire? Mais je vois ce que vous dites parce que on me fait la réflexion, Ouais. et ce qui me fait plutôt plaisir. Enfin, le côté pas on me voit partout, mais le côté on me voit Ouais, pas assez. c'est mieux. C'est peut-être parce que je suis dans des univers très différents qui se croisent. Peut-être, ouais. Je fais pas que du théâtre ou que de la télévision ou que du cinéma. Et donc les gens du cinéma me voient mais pas énormément. Les gens de la télé me voient mais pas énormément. Et pareil pour le théâtre ou pour d'autres choses. Ce sont des Donc, castes, vous croyez, encore ou moins qu'avant? mais moi, j'ai toujours, oui, ça a été le cas. Je ne sais pas si c'est l'est toujours, mais moi, j'ai toujours fonctionné à contre-courant de ça. C'est-à-dire que comme je n'avais pas de formation particulière et que je voulais faire ce métier, mais ce métier avec un grand M, Ouais. comme dans M, j'aime. Ouais. Et pour moi, c'était tout. C'était jouer, c'était tout. C'était que ça soit de la pub, que ça soit du théâtre, que ça soit de la télévision. Pour moi, il n'y a pas de chapelle. C'est la même église. Ouais. Et donc je me suis toujours. En ce moment. Oui, Ça tombe et bien. de mieux en mieux. Oui. Ah, ça, je sais pas. Ben, à voir, notre nouveau François, il a l'air bien, je Oui, trouve. ça a l'air sympa. Ouais. C'est Et pas donc, le sujet. ce n'est pas le sujet, mais ça le sera. Oui. Et donc, Et j'ai l'impression que ce qui vous aide à traverser toutes ces petites casses ou ces petites chapelles, ouais, c'est quand même votre voix. Hein. Vous avez une voix caractéristique. mais j'ai suivi ma voix. Oui. Ah, on va commencer dans les jeux de mots, comme sur Canal+, attention. Non, allez, votre voix, elle est typique. D'ailleurs, il y en a qui l'utilisent beaucoup dans la publicité. Est-ce que vous la bichonnez? Est-ce que vous la travaillez? Est-ce que vous la forcez un peu? Non, je la bichonne pas. Et j'ai joué une année au théâtre avec Marie-Paul Kums, l'excellente Marie-Paul. Ouais. Et je la voyais au théâtre une semaine avant la première, parler comme ça, très doucement. Et je lui dis, mais tu as un problème, ça ne va pas bien. D'habitude, on Qu'est-ce parle qui se comme passe? ça. Et elle me dit non, mais je préserve ma voix, et je parle doucement. Parce qu'elle a une voix aussi, elle utilisait sa voix vraiment comme un outil de jeu. Et j'avais pas compris ça. Parce que moi, j'ai jamais fait ça. J'ai toujours travaillé comme un animal, comme à l'instinct, Ouais. en fonction de ce qui venait, en fonction de ce que je ressentais. Alors que des gens comme Marie-Paul sont des gens qui ont beaucoup de techniques et qui travaillent tout, le corps, la voix, la gestuelle. Et donc j'ai jamais travaillé les choses, comme j'ai jamais vraiment travaillé les personnages, comme j'ai jamais étudié un environnement. Vous êtes un peu modeste là, parce que ce rythme de voix qui est un peu saccadé, qui a des accélérations, etc., c'est quand même un tout petit peu travaillé, ça. Mais parce que je peux pas faire autrement. Vous avez toujours parlé comme ça? Oui. Et là, par exemple, au théâtre, pendant la répétition du prénom, la metteur en scène, Martine Wilke, me disait, mais Stéphane, donc c'était il y a une semaine, elle me dit, mais on a un problème, on va avoir un problème. Parce qu'on ne comprend pas ce que tu dis, tu parles trop vite, tu bégayes. Et je lui dis, mais je ne peux pas faire autrement, c'est comme ça que ça fonctionne. Et alors, donc j'essaie de parler plus lentement, d'être un peu plus audible, de parler plus fort. Et là, depuis 3 jours, sur scène, ça commence à se placer et à être plus audible. Mais mon truc à moi, c'est la voix que vous décrivez, et ce rythme-là. Ça, c'est ce qui vient naturellement. Donc, c'est absolument pas travaillé. Non, et ça donne quelque chose de très naturel, ça donne quelque chose de, justement, pas travaillé comme ça, vous y allez un petit peu. Mais parce que je pense qu'effectivement, moi, comme j'ai pas été à l'école du spectacle, de rien, c'est brut. Et d'ailleurs, moi, mes parents voulaient que je fasse des études sérieuses, voulaient que j'aille à l'université, et je me refusais ces études-là pour plusieurs raisons, et notamment parce que ça me faisait peur de rentrer dans des rails avec une technique. J'avais pas envie d'avoir de technique. Je voulais fonctionner de manière spontanée, comme je le ressentais. La chance que j'avais, c'est que je savais où je voulais aller et ce que je voulais faire. Donc ça, c'était mon bagage à moi. Parce que le chemin, il est un peu sinueux quand même. Il est un peu tortueux, oui. Donc à partir du moment où je savais où je voulais aller, le chemin, il fallait l'emprunter d'une certaine manière, mais au moins je savais où je voulais aller. Donc ça m'aidait à traverser un certain nombre de choses sans avoir de technique particulière. Vous parlez de l'enfance, de la jeunesse. Vous êtes né en 1966 à Bruxelles, oui. Dans un milieu plutôt bourgeois, j'ai lu. Oui, oui, tout à fait. D'accord. Est-ce que, enfant, parce qu'on va parler de l'automobile, hein, qui est un autre aspect que les gens peut-être connaissent moins de votre carrière, est-ce que, enfant, vous lisiez par exemple Michel Vaillant, des choses comme ça? C'est un peu cette époque-là finalement. Complètement. Je regardais les Grands Prix étant
très petit. Ouais. Mon père travaillait chez Texaco à l'époque, et donc Texaco étant sponsor, C'est il m'a amené, intéressant comme dirait Mireille Dumas. Il y a quelque chose là, non? donc il m'a amené sur les Ouais. circuits. Je me souviens avoir été à Zolder alors que j'étais tout petit. Je ne savais pas du tout ce qu'on faisait là, j'entendais des bruits de voitures. Euh, donc c'était un univers qui me sensibilisait, mais je ne savais pas pourquoi. Et ce n'est que quelques années plus tard que j'ai compris pourquoi ça me plaisait autant. C'est tout simplement parce que j'ai toujours été très solitaire et que, en plus, j'étais pas très très bien dans mon corps, j'étais gros, j'étais pas bien avec moi, Ouais. et j'avais l'impression de ne pas exister. J'étais dans mon coin. Et quand je voyais de la Formule 1, quand je voyais des sports comme ça de haut niveau avec un spectacle assez tonitruant, je me suis dit, mais en faisant ça, les gens existent. Et le jour où Gilles Villeneuve a eu un accident, on en a parlé dans tous les journaux, C'est et je me vrai. suis dit, mais c'est génial, on parle de lui, il existe, même s'il est mort, il existe. Et donc je me suis dit, mais je veux faire ça. Donc on m'a dit, il faut Et, aller consulter. et le danger, ça vous a pas fait peur? Parce que Non, là, vous parlez de la mort, vous parlez de. j'avais aucune notion du danger. C'est-à-dire que si vous avez cette notion-là en course, vous allez vous allez jouer au badminton, parce que c'est pas possible de penser à ça. Au contraire, vous pensez invincible, vous êtes capable de tout. Donc la mort ou l'accident, vous ne le voyez pas. Hmm. Tous les proches, ma mère était Ah épouvantée à oui, l'idée j'allais que je vous fasse dire, ça. c'est vos parents, votre père a beau travailler chez Texaco, quand le gamin s'élance en Formule 3000 ou Ouais. sur un circuit, c'est pas, ça fait peur quand même, Oui, non? ça faisait peur. Mais d'ailleurs, moi, un jour, parce que vous parlez de 3000, un jour, j'étais à Francorchamps, je roulais en 3000. Et puis, ma voiture tombe en panne dans un virage qui est très rapide, qui s'appelle Blanchimont. Et donc, quand j'étais dans ma voiture, tout allait bien. Et puis, une fois que je suis sorti de ma voiture, parce que j'étais en panne et que je me suis mis au bord de la piste à Blanchimont, et que je voyais passer ces voitures à 300 km/h, je me suis dit, mais ces gens s'en foutent. Ah, et là, vous êtes dit, Et ils donc vont là, vite, j'avais ils la vont notion vite. de peur Pour par les autres. procuration pour les autres, oui. Mais pour moi, pas. Une fois qu'on est dedans, on n'a pas peur. Ouais. Alors, vous parlez de solitude, d'enfants un peu seuls, etc. Oui, C'est une forme de solitude finalement, l'automobile, et particulièrement la Formule 1. C'est un petit complètement. habitacle, on est tout seul, il Tout n'y à a pas de fait. copilote. Non, non, mais c'est pour ça que moi j'ai toujours fait des sports individualistes. Je jouais au squash, je faisais de la course automobile. Ouais. Quand je faisais de l'impro au début, je pensais uniquement à ma pomme. Il fallait absolument que ce soit moi qui brille. Donc j'avais quelques problèmes parce que le jeu, c'est C'est tout que- sauf ça. ouais, surtout l'impro, Voilà. c'est en deux. Mais j'ai appris Au minimum ça à deux, au fil ouais. du temps. Parce que moi j'arrivais comme un compétiteur au début, Ouais. fort de mon expérience automobile. Et donc il fallait absolument que je marque des points, il fallait absolument que je sois le meilleur. J'étais à côté de la plaque. Et vraiment au fil du temps, j'ai appris à jouer avec les autres, à les regarder, à les écouter. Et je prends de plus en plus de plaisir dans ce métier. Mm. Justement en ayant compris ça. Ouais. Alors, il y a quand même un chemin entre l'automobile et le cinéma et la carrière que vous avez pour l'instant. Encore que, je ne sais pas si c'est une légende, quand vous étiez petit, vous avez vu Jean-Louis Trintignant. Mais c'est ça, moi quand je voyais les courses, je voyais Jean-Louis Trintignant à Francorchamps, aux 24 heures, Donc déjà, il y avait quand même un ado, truc. Hein. mais complètement, et je le voyais, je le considérais comme un dieu vivant, C'était pas spécialement un bon pilote en plus. qui était un très bon gentleman driver, comme on dit. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que c'est J'ai lu ça. un pilote du dimanche, c'est pas un conducteur du dimanche, c'est un pilote ouais. du dimanche. Comme Jean Rochefort sur son cheval, quoi. C'est Ah, je pense que tranquillement. Rochefort était meilleur sur son cheval que Trintignant Ah ne ouais. l'était sur sa D'accord. monture automobile. Mais à l'époque, pour moi, c'était le champion du monde. C'était un comédien, c'est un acteur, c'est des gens qui sont un peu inaccessibles quand on est ado ou quand on sort de l'enfance. Il y avait Steve McQueen. Il y a eu Steve McQueen, il y a eu Paul Newman, il y a eu des films hollywoodiens là-dessus. Donc c'était très très fantasmé. Et donc moi je voyais ça comme étant quelque chose qui fonctionnait sur une autre planète. C'était inaccessible. Et puis effectivement un jour, je terminais un peu ma carrière automobile et puis j'allais commencer le cinéma. Donc je venais de faire les 24 heures de Francorchamps où j'étais parti en première ligne. Donc c'était vraiment un beau résultat. Ouais. Et j'allais tourner dans un film que Francis Giraud réalisait Ouais, et qui avait fait tourner Trintignant. Donc il y avait ces deux mondes qui se côtoyaient. d'accord. Et j'étais voir Trintignant au théâtre, puis j'étais le voir dans sa loge, et j'étais le rencontrer, et je lui ai expliqué que c'était un peu grâce à lui tout ça. Alors on a discuté un peu, il n'en avait rien à faire du cinéma, donc il ne me parlait pas du tout de ça, et il m'a parlé voiture. Et pendant une demi-heure, il m'a parlé de pilote. Est-ce que Marc Duet, vous le voyez encore? Est-ce que Francorchamps aussi? Ah oui, Est-ce donc que... il était calé. Complètement, complètement. C'était magique. Il faut quand même nous expliquer, Stéphane de Groot, comment on fait à la fois de la voiture, Formule 1, Formule 3000, peu importe, on ne va pas rentrer dans les détails, mais de façon professionnelle, parce que vous avez Ouais. fait des stages en France, puis vous êtes devenu vraiment professionnel. Et en même temps, petit à petit, du théâtre, de la ligue d'impro, comment ces choses-là se font en parallèle? Mais la connexion s'est faite assez logiquement. C'est-à-dire que d'abord, sur le principe, pour moi, c'est des mondes qui se ressemblent. Ce sont deux métiers où On se met en on avant, produit un on spectacle. prend du risque. On prend des risques, il y a des montées, il y a une excitation, il y a beaucoup d'adrénaline, il y a un podium, public, il y a un podium. Oui. Donc il y a un spectacle qui est là, il y a des gens, il y a une piste, il y a une scène. Enfin, donc c'est pour ça, pour moi, il y a un pont.
Mais tout simplement, j'étais sur les circuits, il y avait une équipe de télévision qui était là en permanence. À l'époque, c'était Patrick Paré avec l'émission Moteur. Ouais. Et à chaque fois, j'essayais d'être dans le champ, d'essayer d'avoir le Ah, micro, de raconter des conneries. Et Patrick en avait marre parce que j'étais pas, à ce moment-là, je démarrais, donc j'étais pas un pilote très connu. Et puis, il savait que j'avais envie d'exister, donc j'étais plus lourd que tout. C'était pénible, quoi. C'était pénible, c'était pénible. En plus, mon frère travaillait avec lui, donc c'était par gentillesse, à un moment donné, il me tendait le micro. Et en fait, le jour où Patrick Perret a monté une chaîne de télé qui s'appelait Even TV, Ouais. il m'a embarqué avec lui et il m'a dit, écoute, voilà, va t'amuser, je te propose d'être devant une caméra, tu vas animer une émission qui s'appelle Le Loft. Et on était plusieurs, il y avait Eric Boschman, il y avait Isabelle Litz, il y avait des gens qui sont encore dans l'actu aujourd'hui. Ouais. Et donc ça a été mes premiers pas en télé. Mais en faisant ça, parce que je faisais aussi des micro-trottoirs, des caméras cachées, en faisant ça, il y a une productrice de l'RTB qui m'a repéré et qui m'a fait venir pour l'émission avec Jean-Luc Font, qui est... Ouais, je sais plus. Les Allumés. Oui, les Allumés, ouais. Voilà. Et puis j'ai fait Les Allumés. Et alors, en faisant Les Allumés, il y a un producteur de téléfilm qui m'a dit j'ai appris que tu voulais faire la comédie, je te vois, viens faire un petit rôle. Et puis en faisant ça, il y a un réalisateur de cinéma, Francis Giraud, ouais. qui m'a chopé pour le cinéma. Et donc ça a été mes premiers pas et ça a été la transition. Et comment quand Francis Giraud vous appelle, à quoi on pense à ce moment-là, hein, quand on arrivait justement de Trintignant, comme vous le disiez, ou d'autres? Eh bien, je me souviens pertinemment de ça. J'avais passé des essais dans une maison de production qui était avenue Roosevelt. Et en sortant, il m'a dit je vous engage. Je sautais de joie, je faisais des bonds sur le trottoir en me disant mais tiens, je vais faire du cinéma, quoi. C'était un truc de dingue. Ouais. C'était magique. Et après, vous avez enchaîné pas mal de films. On se souvient des Astérix, on ne va pas tous les citer. Ouais. Par contre, il n'y a pas beaucoup de Belges. J'ai noté Dominique de Rudereux. Oui. Maintenant, il Le va y avoir plaisir. Xavier Discove, quand Oui. même. Mais bon, Danny Boone, tout ça, c'est quand même fort cinéma français. Oui, alors il y a un autre. Alors je fais Ouais, juste une parenthèse parce allez-y. avant de faire Francis Giraud, il y a un autre Belge qui m'a fait confiance, qui est le premier en fait qui m'a mis une Ouais. caméra de fiction devant ma poire. C'est Yvan Goldschmidt qui faisait son court-métrage avec Manu Kouman. Il faisait leur premier court-métrage qui est fantastique d'ailleurs, qui s'appelle Ketchup. Et donc il m'a fait. Et le film se passait, ça partait sur des improvisations. C'est-à-dire qu'il y avait une caméra qui passait de table en table. Ouais. À chaque table, il y avait 2-3 comédiens. C'était des comédiens de la Ligue d'impro. Et quand la caméra arrivait, c'était une image subjective d'une bouteille de ketchup. Donc une table demandait le ketchup. En Ok, fait, c'est on la suit le caméra ketchup, qui arrivait. ouais. Voilà. Et à ce moment-là, il y a une scène d'impro qui se créait, qui se développait. Il y avait juste une finalité, donc il nous avait briefé en disant voilà, je voudrais qu'il y ait ça comme intention pour pouvoir raconter ça comme histoire. Ouais. Mais si ce n'est pas ça, on avait carte blanche pendant 30 secondes, 1 minute, 2 minutes. Et il m'a fait venir dans cette aventure en me présentant aux autres, mais les autres, pareil, me voyaient comme un pilote de course, ne me considérant pas comme un comédien. Ouais. Donc vraiment, on était un peu froid avec moi. Et Yvan m'a imposé, il sait que ça s'est super bien passé, et c'est le premier qui m'a fait confiance là-dedans. Donc voilà. Donc, c'était pas si évident que ça au début, quand même. Non. En fait, quand j'étais sur un circuit, on me prenait pour à moitié un troubadour, un comédien, on me prenait pas au sérieux. Donc, j'aurais pu avoir une carrière un peu plus conséquente, si ce n'est qu'à un moment Vous donné, regrettez? je regrette rien du tout. Absolument rien, parce que sinon, j'aurais perdu du temps dans ma carrière actuelle et vice-versa. Parce que vous l'avez arrêté, la carrière de pilote, donc vous auriez pu continuer. Enfin, Je bon, pense il y a que un vraiment limite j'avais fait le d'âge, hein, tour. quand même, ouais. J'étais très content de ce que j'avais fait et il fallait que j'embraye assez tôt sur le métier de comédien pour pouvoir espérer quand même investir Ouais. ce milieu sans avoir 77 ans et être complètement grabataire. Donc, et je me souviens qu'une année, il y a un volant important qui se jouait avec un constructeur officiel. Quand on dit un volant, c'est quoi? C'est de donner une voiture pendant un an, avec un team, avec une structure. On vous donne une voiture en fait. D'accord, On vous soutient, on vous engage au sein d'une structure très professionnelle. Et puis ça m'a échappé parce que les dirigeants se sont dit mais au fond Stéphane c'est un pilote, c'est un comédien, c'est pas un pilote. Et dans le milieu d'acteurs on me disait mais Stéphane c'est un pilote, c'est pas un comédien. Et c'est pour ça que j'ai pas été pris la ligue d'impro, mais que j'ai fait la ligue amateur. Donc j'ai fait une dizaine d'années d'improvisation chez les amateurs, parce que les pros ne me considéraient pas comme un des leurs. Et pour la petite histoire, ironie du sort, ironie de l'histoire, c'est que là 2-3 fois j'ai été étoilé à la ligue pro comme comédien. Et avant-hier, j'ai fait mon premier match à la Ligue Pro, invité, parce que c'était la Saint-Patrick qui avait une thématique. Et donc, je me suis retrouvé avec eux. Donc, enfin, 10-15 ans plus tard,
Mais alors, on ne se rend pas compte, ça, hein, quand on vous voit sur différentes chaînes de télévision ou à la radio, quel chemin quand même pour se faire accepter dans ce milieu. C'est-à-dire que si vous êtes alpiniste et que vous voulez escalader le Mont Blanc ou l'Himalaya, ça prend un certain temps. Et ce n'est que quand vous êtes au pied de la montagne ou que vous êtes en train d'escalader que vous vous rendez compte de la tâche et du chemin à parcourir. Parce que de loin, on se dit, ah, c'est facile, ça n'a pas l'air très haut. Mais c'est une fois que vous y êtes. Il y a toujours une montagne derrière. Il y a toujours une montagne derrière, et puis il y a toujours des embûches, et puis ça glisse, puis il faut recommencer, et puis on se trompe de voie. Vous n'êtes jamais découragé? Vous n'êtes jamais dit, je vais m'occuper de bagnole ou je vais... Non. Peu. Je me disais, mais comment je vais m'en sortir si ça ne fonctionne pas? Qu'est-ce que je vais faire? Je trouverai toujours quelque chose à faire. Et oui, j'étais découragé, mais je n'ai pas lâché l'affaire. Il n'était pas question de lâcher l'affaire. Alors, on a parlé un peu de télévision, là en 2 mots. Il y a pas mal de gens qui disent que la télévision, entre guillemets, c'est un sous-genre, encore que les choses sont en train d'évoluer. Vous, pas du tout. Hein. On vous voit beaucoup en télé, sur Canal+, je l'ai dit en ce moment, mais aussi sur la RTB, vous l'avez dit, ou d'autres chaînes, en radio. Qu'est-ce qui vous plaît dans la télévision? Mais de toute façon, il y a différentes télés. De dire que la télé est un sous-genre, c'est ridicule, parce qu'il y a tellement de télé. Là, effectivement, je fais un truc sur Canal pour le moment. Ce n'est pas la même télé que TF1. Et TF1 n'est pas la même télé qu'Arte, et Arte n'est pas la même télé qu'Eurosport. Vous pouvez faire n'importe quelle télé ou pas? Non. Vous avez vos limites quand même? Oui, complètement. Il faut être en accord avec soi, il faut être à l'aise et pouvoir être ce qu'on a envie d'être quelque part. Donc je ne pourrais pas faire un rôle dramatique sur Arte comme je ne pourrais pas faire une télé-réalité dans une piscine et sauter d'un plongeoir. Donc, je vois à quoi vous faites allusion. C'est pour ça, il y a télé et télé. Je veux dire, il y a tout et son contraire. La télé, c'est une formidable fenêtre sur ce que. Enfin, c'est une manière pour les gens de voir ce qui se passe. Et pour nous comédiens, c'est une formidable manière et une formidable fenêtre pour nous exposer dans ce qu'on a envie de faire. Mais je dis ça, c'est parce qu'on retrouve beaucoup de comédiens, particulièrement en France, dans plein d'émissions comme ça. C'est un peu d'ailleurs toujours les mêmes. Vous faites pas ce type de circuit, quoi. En tant que comédien ou invité? En tant que comédien invité, mais invité qui se prête finalement, ça devient presque un jeu de comédien, quoi. Vous parlez de la piscine ou d'autres choses, quoi. Mais je pense qu'à un moment donné, les chaînes savent aussi quel profil ils ont besoin dans leurs émissions. Et je pense qu'ils savent d'emblée que la personne va accepter ou va refuser d'y participer. Et effectivement, on voit un certain profil d'invité ou de candidat. J'ai rien contre ça. Mais je veux dire, à un moment donné, c'est profilé. Et ils seront bien meilleurs que moi dans cet exercice-là, d'ailleurs. Pour le plongeon? Notamment. Vous n'avez pas essayé encore, non? Non. Bon, bref. Il y a un truc quand même chez vous qu'il n'y a pas chez tant de comédiens que ça, c'est l'écriture, le goût pour l'écriture. On a parlé de cette émission-là, mais vous écrivez tout le temps. Vous m'avez dit tout à l'heure en préparant l'émission que vous écrivez dans le train, etc. Parce que vous êtes tout le temps entre Bruxelles et Paris. D'où ça vient ce goût pour l'écriture, Stéphane? Alors je crois que d'abord ça vient de la lecture. Ma mère, moi j'aimais pas lire, j'aimais rien faire en fait, si ce n'est ce que j'avais moi envie de faire. Et ma mère m'a toujours dit la lecture, ça va être pour toi un outil et une valise formidable pour le voyage dans ta tête, pour l'imaginaire, pour tout. Et donc elle m'a donné le goût à la lecture. Vous vous souvenez de votre premier livre? Je me souviens de mon premier livre qui était un livre épouvantable imposé par l'école qui s'appelait c'était L'Enfant de Jules Vallès. Un truc complètement déprimant. C'est-à-dire que c'est pour vous dégoûter à vie la lecture. C'est noir, c'est sombre, voilà. C'est les années 70 aussi. Hein. Enfin, c'est les années, c'est les Corons, c'est Zola, on oublie. Oublions, Donc ça, c'était mon premier bouquin. Mais c'est surtout que j'aimais lire des histoires. Donc à partir du moment où j'aimais lire des histoires, forcément, je me suis dit, si j'aime en lire, je vais aimer en raconter. Donc j'ai commencé à écrire. Et puis je me suis, quand j'ai rencontré ma femme, en fait, elle m'a... Odile d'Outremont. Oui, Odile d'Outremont, qui est scénariste. Et la première chose qui m'a séduite chez elle, même si elle est très jolie, c'est certes son physique, mais c'est son talent d'écriture. Elle m'a vraiment séduit en me donnant 2-3 feuillets qu'elle avait écrits, et j'étais complètement... C'est là où j'ai eu le coup de foudre. Voilà. Et donc, la plume et le cœur. Oui, exactement. Vraiment, Et vous travaillez ensemble? Et nous avons beaucoup travaillé ensemble sur File dans ta chambre. Elle a coécrit la série Hard sur Canal. Là, pour le moment, elle est sur d'autres projets. Elle écrit des scénarios de long métrage. On va peut-être retravailler ensemble. Parce qu'il y a un troisième larron, si je puis dire, qui s'est joint à vous. C'est un nordiste d'ailleurs, je crois. Alors, c'est un nordiste qui s'appelle Christophe Debac, qui est mon complice, Ouais. avec lequel j'écris pour la chronique de Canal+, pour la chronique d'RTL chez Stéphane Bern. Mais on fait comment pour écrire à plusieurs, Stéphane de Groot? Mais a priori, ça ne fonctionne pas. Enfin, en tout cas, me concernant, ça ne fonctionne pas. Et puis, j'ai rencontré Christophe. Il m'a un jour envoyé un courrier. Il m'a envoyé un mail qui était très, très drôle.
Et puis, il y avait quelques feuillets de ce qu'il écrivait par ailleurs. Donc, le mail en soi était drôle et ce qu'il m'avait envoyé était très drôle, mais complètement barré. Donc, j'ai dû faire un petit peu le tri de ce qu'il m'avait envoyé et je me suis dit, mais ce mec a un talent fou. Ouais. Donc, ça fait 7-8 ans qu'on travaille ensemble. Je l'ai vu 3 fois dans ma vie. On se parle au téléphone, Ah ouais, c'est on s'envoie juste, des mails. ouais. Et il est fantastique, il a un talent fou. Et sur Canal, on est absolument complémentaires. C'est-à-dire que parfois, c'est lui qui a l'idée de base et puis moi, je viens greffer des choses dessus. Parfois, j'ai l'idée de base et c'est lui qui vient greffer des Voilà. choses Donc, dessus. il faut dire que c'est une rencontre. Hein. Chaque fois, C'est une vraie vous rencontre. imaginez. Non, mais l'histoire, c'est que vous Ah oui, imaginez une rencontre sûr. avec quelqu'un, une personnalité. C'est une rencontre imaginaire. Ouais. J'explique que j'ai rencontré Poutine, que j'ai rencontré Voilà. Benoît XVI, que C'est j'ai absolument rencontré... faux, tout ça. Hein. C'est totalement faux, si ce n'est qu'il y a quand même quelqu'un qui un jour m'a dit et alors il est comment C'est vrai, il y a Bachar cru. el-Assad. Je sais pourquoi il est comment. Mais parce que vous avez raconté votre Non, c'est rencontre pas avec vrai. lui, je vous assure. Ah, c'est fou ça. Oui. Et donc, je dis, ok, alors il faut regarder l'émission de nouveau parce qu'il y a... Il n'a pas bien compris le Voilà. concept. Ouais. Et donc ça a démarré en janvier de l'année dernière dans la matinale de Canal pendant 6 mois, Ouais. de janvier à juin. Et c'était hebdomadaire. Et puis il y a eu les vacances. J'ai démarré en septembre dans le supplément Ouais. où je fais le même exercice. Voilà. Et alors, moi je me disais aussi l'humour. Hein. On vous connaît spécialement comme humoriste, vous jouez plutôt dans des films Oui. d'humour. Ça vient d'où cet humour? Vous l'avez toujours eu? Quand vous étiez pilote, vous étiez déjà le rigolo de la bande? Oui, quand j'étais pilote, oui, mais ça remonte un peu avant. C'est-à-dire que par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, où j'étais gros et pas bien dans ma peau Ouais. et un peu en décalage par rapport à mes copains, je me suis dit pour exister, il faut que je les fasse marrer. En voyant De Funès à la télé la veille, je me suis dit mais tout le monde parle de ce film et adore De Funès, donc il faut que je les fasse marrer, donc ils vont m'aimer comme ils aiment De Funès. Ouais, mais tout le monde peut pas faire marrer, donc il y avait quand même un. Évidemment que tout le monde ne peut pas faire marrer. Et j'avais la chance de découvrir c'est un don. C'est Ouais. pas du tout prétentieux ce que je dis, c'est un truc qu'on reçoit, qu'on a en soi. Et voilà, et ça fonctionne. C'est une alchimie, il y a une voix, il y a une gestuelle qui fait que ça fonctionne. Alors pour certains, c'est plus clownesque que d'autres, pour d'autres, c'est plus cérébral que... Donc voilà, c'est un truc qu'on a en soi et qu'il faut développer. Et vous, c'est quoi? On va dire cérébral plutôt, non? J'ai l'impression. Non, moi c'est plutôt... Un jour, j'ai écouté Paul Vaught qui disait qu'il aimait jouer les cons. En fait, moi j'aime ça aussi, c'est d'être, de se prendre la peau de banane soi-même. C'est pas tellement cérébral, c'est dans la spontanéité, c'est dans le truc qui foire, c'est la peau de banane. Voilà, moi j'aime bien ça, c'est tout le contraire en fait. Et je dis cérébral parce que dans l'écriture, j'ai l'impression Dans l'écriture, qu'il y a quand même oui. un travail. Dans l'écriture, c'est totalement On pense à cérébral. De Vos, des gens comme ça, même Oui. si vous avez, je trouve, votre style propre, c'est ça qui est extraordinaire d'ailleurs. Hein. Vous je vous inventez remercie. quelque chose, non, mais vraiment, on ne peut pas vous coller une étiquette comme ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même, effectivement, vous l'avez dit, un Raymond DeVos quelque part, et peut-être Oui. d'autres aussi. Hein. Quand j'étais petit, j'étais voir Raymond DeVos, je ne comprenais pas ce qu'il disait. Et je me rendais compte qu'il se passait quelque chose, que ce gros monsieur racontait des choses assez absurdes. Ça me plaisait, mais je ne comprenais pas tout. Alors, j'étais moins séduit par des gens comme Desproges, alors qu'aujourd'hui, je découvre Desproges, ce côté complètement cynique. Peut-être qu'il faut être plus âgé pour. Peut-être pour qu'il faut être plus adhérer, âgé. Et alors, moi, quelqu'un aussi qui m'a beaucoup touché, c'est Gainsbourg, qui dans ses chansons faisait beaucoup de jeux de mots. Et ça me sensibilise beaucoup, les chansons de Gainsbourg. Tiens, ça c'est un truc que vous faites pas, chanter. Vaut mieux pas peut-être ou... Ah, j'aimerais bien. C'est vrai? Oui, parce que certaines personnes m'ont dit effectivement que j'avais une voix qui permettait Ouais. d'eux. Et lors d'une émission d'ailleurs à la RTB, j'ai chanté. C'était Ô mon bateau, Oula, ouais. présenté par Patrick Riedremont. Uh-huh. Et j'ai chanté. Et je pense qu'il est sage d'en se tenir à cette émission au point, à la ligne. Sait-on jamais, hein. Sait-on jamais. Alors c'est mon ami Mathieu Bioul, le chanteur, Matt Ouais, Bioul, qui m'a ouais. fait répéter cette chanson. C'était Les yeux revolver de Marc Lavoine. Ah ouais, Et depuis, nous sommes Ça en procès. ça fusille. Hein. Oui. Un dernier mot, parce que vous parlez de Patrick Riedremont, là, vous avez un peu esquivé, je trouve, par rapport au cinéma belge. On ne vous voit pas beaucoup avec vos copains cinéastes belges. Patrick, d'ailleurs, fait du cinéma maintenant, et d'autres. Vous êtes fort en France, télé, cinéma, radio, pourquoi? Parce que c'est là que ça se passe ou c'est un peu là-bas que ça se passe. Ouais. Alors là, on va hurler en disant mais non, mais c'est pas grave. c'est comme enfin ça. pour moi c'est là-bas que ça s'est passé. En tout cas, c'est là-bas qu'on m'a Mhm. proposé de travailler. Donc je suis parti. Enfin, je suis parti. Je vais très souvent en France. Moi, quand on me propose du travail ici, je le fais. D'ailleurs, le prénom au théâtre que je joue maintenant, Ouais. ça se fait en Belgique et je suis Aux très heureux de galeries, jouer là, aux galeries. Non, c'est là-bas qu'on me propose du boulot. Ceci dit, si vous voulez être marin, vous allez en Bretagne. Si vous voulez faire prof de ski, vous allez à la montagne. Si vous voulez être comédien, vous allez à Paris, quoi. C'est logique, ouais. C'est un peu... Et la notoriété sera ma dernière question, parce qu'en France, on sait que c'est exponentiel. La télévision, c'est encore autre chose que le cinéma et le théâtre. On est vu par plein de gens, on est reconnu, etc. Comment vous vivez ça? Je suis chaque fois émerveillé, vraiment, et surpris quand des gens viennent me trouver et qui viennent
je vais vous dire, tout à l'heure j'étais chez Ouais. Ikea, il y a des gens qui sont venus me trouver. Ah, vous Et allez encore chez Ikea? mais bien sûr. Et là, Malgré tout. il me regardait comme ça. Et vraiment, je me dis, mais pourquoi il me regarde comme ça? Qu'est-ce que j'ai? Et puis vraiment, et je pense que ça sera comme ça encore pendant longtemps. Vous Parce que savez bien, vous dites pourquoi il me regarde maintenant, comme je ça, vous savez sais, bien. mais Ouais. il me faut toujours une seconde ou deux pour Ah. me dire, ok, il y a autre chose que mon long nez ou que c'est comme ça. C'est parce que c'est venu assez tard la reconnaissance. Et donc je suis toujours très surpris de ça. Je voudrais juste rajouter une chose que je sais qu'il y a le temps. Non, c'est rien. C'est parce que j'ai fait une rencontre il y a peu de temps, Ouais. et parce que vous me parliez de cinéma et de films. Ouais. Je tourne pour le moment, enfin je viens de tourner le film de Danny Boone. Ouais. Et c'est une rencontre formidable, parce que ce type est un type formidable. Hypochondriaque ou hyperchondriaque? Superchondriaque. Superchondriaque, Ouais, j'étais oui, presque. Ouais. superchondriaque. Ouais. Et je lui avais envoyé mon court-métrage, en disant, ça fait 2 ans que j'essaie de le produire, il n'y a personne qui en veut. Puis il l'a lu, assez vite, puis il m'a dit, il est formidable ton court-métrage. J'ai dit merci. Et tu n'as pas de producteur? J'ai dit, non, mais tu es un producteur maintenant. Ouais. Et donc il m'a dit, voilà, je vais produire ton film. Et 2 jours après, je tournais pour lui, dans son film, et il m'a dit, on tourne le 22 et le 23 avril. Donc en une fois, j'avais un producteur, j'avais une date de tournage, et donc là, je vais tourner mon premier court en avril. Génial. Donc vous voulez dire que c'est des rencontres aussi, parfois des belles rencontres? Fantastique. Fantastique. Ouais. Ce n'est que ça. Ce n'est que ça. Et d'ailleurs, dans un film, moi, ce que je retiens, c'est pas le film, c'est les 2, 3 mois, ou la semaine, ou les 2 jours, ou l'heure que j'ai passé à tourner. Il n'y a que ça qui reste. Après, le film, il ne ressemble pas à ce que vous avez lu, à ce que vous avez fait, à travers le montage, la production. C'est autre chose. Mais ce qui vous ressemble, c'est ce que vous avez vécu sur le plateau. Et c'est ça qui est important. C'est la recette, c'est de faire le plat qui est important. Après, on le mange et on le digère et c'est parti. Ouais. Mais c'est le souvenir que vous avez dans votre cuisine. C'est pareil pour le cinéma. Allez, on vous souhaite plein de bonnes rencontres. Merci beaucoup. à vous. Merci de m'avoir Stéphane. accueilli. Merci.